Le 14 février, l'Indonésie va tourner la page de 10 ans de Joko Widodo. Ma première question, quelle est la situation économique de ce pays aujourd'hui? Alors, la situation actuelle est assez stable. L'Indonésie est revenue à son rythme de croissance de long terme, c'est-à-dire autour de 5% par an, et elle a bien résisté au choc de la hausse des taux d'intérêt dans le monde. Par contre, la pandémie a eu un impact fort sur l'Indonésie en 2020 et 2021. Et donc aujourd'hui, il y a quand même une perte de PIB pour l'Indonésie qui est assez importante par rapport à ce qu'elle aurait dû avoir. C'est une perte de l'ordre de 7 points. Et du coup, ça se traduit par plus de pauvreté, par un emploi de moins bonne qualité dans le pays, et donc une extrême sensibilité de la population aux questions de prix, notamment les prix des denrées alimentaires, des denrées de base, qui continuent à augmenter un peu en ce moment, comme par exemple le riz, le sucre. Mais globalement, qu'est-ce qu'on pourrait dire du bilan des 10 ans de Joko Widodo en matière économique d'abord? Alors le bilan est bon, puisque Jokowi a su maintenir un rythme de croissance qui n'est pas idéal, parce qu'il en faudrait un peu plus pour l'Indonésie pour vraiment rattraper plus rapidement d'autres pays d'Asie et atteindre le statut de pays développé. Mais malgré tout, Jokowi a agi sur des données assez fondamentales. Il a pas mal développé les infrastructures sur lesquelles il y avait beaucoup de retard en Indonésie. Il a également commencé à créer des chaînes de valeur sur le territoire indonésien à partir des matières premières comme le nickel ou la bauxite, pour mettre en place des industries de transformation dans le pays avec l'aide des investisseurs étrangers. Et ça a plutôt bien marché. Mhm. Et c'est en train de permettre à l'Indonésie d'apparaître maintenant comme un acteur très important de la transition énergétique en Asie, avec la création d'une filière qui pourrait aboutir à une filière également voiture électrique sur le territoire indonésien. Mais donc, il a su attirer les investisseurs étrangers. L'Indonésie est aussi devenue un acteur important de la nouvelle route de la soie, initiative de Xi Jinping. Oui, alors en fait ça va un peu de pair, parce que pour développer les infrastructures, l'Indonésie, qui a des ressources budgétaires assez limitées, a besoin d'investisseurs étrangers et nationaux, d'ailleurs privés nationaux. Et donc elle a fait appel bien sûr à la Chine. Alors on a vu notamment l'investissement phare dont tout le monde parle, c'est le TGV Mm. Jakarta-Bandung, qui a été réalisé par les Chinois. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Les Chinois sont extrêmement importants dans la construction de cette filière de valorisation des ressources naturelles indonésiennes. Donc maintenant, l'Indonésie n'exporte plus de nickel brut, elle exporte du nickel raffiné, et elle est en train de développer donc l'industrie des batteries électriques, des moteurs électriques et à terme des voitures. Et sur tout ça, les Chinois sont présents. Alors route de la soie ou pas route de la soie, de toute façon, il y a une sorte de Mm. duopole sino-indonésien qui est en train de se mettre en place sur ces filières. Quels sont les gros dossiers internationaux cette fois-ci? Jokowi laisse en suspens et laisse à son successeur. Bien entendu, les deux guerres, qui sont une préoccupation pour tout le monde, et y Mhm. compris bien sûr pour l'Indonésie. Oui. La population indonésienne, elle est assez pro-russe parce qu'elle est anti-américaine. Et elle est également, évidemment, anti-israélienne et pro-palestinienne. Donc l'Indonésie a une position assez, alors au niveau gouvernemental, assez neutre sur le conflit en Ukraine, beaucoup moins neutre sur le Israël-Hamas, bien sûr, Mm. parce que c'est quand même le premier pays musulman au monde, Oui. et il y a donc une solidarité naturelle avec le peuple palestinien. Ceci dit, la capacité de l'Indonésie à peser dans les solutions politiques concernant ces deux conflits est très limitée. Oui. Donc c'est pas là-dessus, je pense, que Mm. un nouveau président indonésien pourra jouer un rôle important. Par contre, il peut jouer un rôle important sur l'évolution de la situation au Myanmar, parce que là, on a une junte qui est en grande difficulté en ce moment face à des oppositions. Enfin, la guerre civile qui est en cours est en train de tourner au désavantage de la junte militaire à Myanmar. Et à un moment donné, l'ASEAN va devoir jouer un rôle pour essayer de sortir de cette guerre intérieure. Et Prabowo étant lui-même un général, si c'est lui qui est élu, il y aura peut-être plus de capacité de conviction vis-à-vis des généraux birmans que d'autres. Voilà, donc je pense que le dossier Myanmar est un dossier qui va être très important pour le prochain président.
Oui, donc en fait, ce seraient les dossiers internationaux, mais d'ordre régional, en fait. Quant aux disputes de la souveraineté maritime avec la Chine, l'Indonésie, elle est moins exposée que les Philippines ou le Vietnam, par exemple, bien entendu. Mais Alors, elle est moins exposée, mais je crois, enfin, je raisonne toujours par rapport à Prabowo, puisqu'il est le favori actuellement de l'élection. oui. Lui est très attentif à ça et donc aura plutôt une politique assez combative sur cette question de la Chine des mers du Sud. Alors, en termes de rapport de force maritime, évidemment, il y a pas photo. C'est-à-dire que la puissance maritime de la Chine est sans commune mesure avec celle de l'Indonésie. Mais comme vous le disiez, les deux pays les plus exposés par rapport à la Chine ne sont pas l'Indonésie, mais sont plutôt les Philippines et le Vietnam à l'heure actuelle. Alors, en géopolitique, nous savons que à l'heure actuelle, il y a une certaine confrontation entre la Chine et les États-Unis. L'Indonésie, comment elle se situe et quel est son rôle en tant que puissance régionale pour apaiser les choses? La capacité de l'Indonésie à empêcher l'escalade est assez limitée parce que là, on est face aux deux premières puissances mondiales Mhm. qui jouent leur jeu indépendamment des influences extérieures ou régionales. Par contre, dans la politique de l'Indonésie, ce qui est assez clair, c'est cette volonté d'être ami avec tout le monde. C'est la politique du bon voisin. Donc l'Indonésie veut être en bon terme avec la Chine et en bon terme avec les États-Unis. Vis-à-vis de la Chine, elle a un intérêt économique à être en bon terme avec la Chine. Donc je pense qu'elle fera des efforts pour ne pas se brouiller avec la Chine, sauf si évidemment il y avait des incursions chinoises sur le territoire maritime indonésien qui pourraient poser problème. Vis-à-vis des États-Unis, Prabowo est plutôt pro-occidental, en tout cas dans sa politique de défense. Vous avez vu que Mhm. l'Indonésie a renoncé à l'achat de Sukhoi russes pour Mhm. acheter des Rafales français et des F-15 américains. Donc on voit bien que la stratégie militaire de l'Indonésie à l'heure actuelle est moins tournée vers la Russie, qui était un partenaire important, et davantage tournée vers l'Occident pour le moment. Ce sera ma dernière question et comme vous avez déjà un peu, déjà un peu amorcé, quelle serait la politique de défense de l'Indonésie sous la prochaine mandature? L'armée indonésienne est une armée qui est assez vaste, mais qui a besoin de beaucoup de modernisation. Prabowo avait déjà commencé en tant que ministre de la Défense à s'en occuper, donc je pense qu'il a certainement l'intention de poursuivre et de développer, de renforcer la puissance indonésienne. Donc il faut s'attendre à une augmentation des dépenses militaires indonésiennes et également des achats de matériel militaire, probablement pas mal dans le domaine maritime, parce que l'enjeu quand même principal Mhm. pour l'Indonésie, c'est d'avoir une force de dissuasion maritime. Ce qui actuellement n'est pas vraiment le cas. Il y a 8 frégates indonésiennes contre plus d'une quarantaine de frégates chinoises, 4 sous-marins contre 60. Enfin, vous voyez, le rapport de force avec la Chine est très très déséquilibré. Or, la Chine représente quand même la principale menace à cause de ces problèmes de revendication chinoise en Chine des mers du Sud. Merci infiniment, Monsieur Testard, d'avoir accordé un peu de votre temps.